Je pensais autrefois que la trahison venait des étrangers, jusqu'à ce qu'elle porte le parfum de ma sœur. Le jour où je suis rentré chez moi dans le silence, toutes les portes entr'ouvertes, tous les tiroirs vides, j'ai su. Mon mari, Tyler, et mes enfants étaient partis. Le mot sur le comptoir n'était pas de lui, mais de Caroline, nous partons pour la France. Ne cherche pas à appeler. Tu ne les reverras jamais. Mes jambes m'ont lâché là, sur le sol de la cuisine. Je n'avais pas les moyens d'engager les avocats internationaux dont elle se moquait. Mes économies envolées, mon mariage réduit en cendres. Et ma sœur, celle qui me tressait les cheveux quand nous étions petites, m'avait volé toute ma vie. Quand j'ai commencé à vendre la maison de mon enfance pour financer une bataille perdue d'avance, je pensais avoir déjà tout perdu. Puis j'ai trouvé la coupure de journal dans le grenier. C'est là que j'ai compris que toute ma vie reposait sur un mensonge. La première semaine, j'ai appelé tous les numéros possibles, son bureau, son portable, même l'ambassade de France. Rien. La police a parlé d'un malentendu de garde. Mon avocat a dit que c'était internationalement compliqué. Moi, j'appelais ça l'enfer. Tyler et moi étions mariés depuis 12 ans. Nous avions bâti une petite vie tranquille à Saint-Paul, un pré modeste, un jardin en désordre, 2 enfants qui dessinaient sur les murs. J'appelais ça le bonheur, jusqu'à ce que Caroline commence à aider Tyler avec son projet d'expansion à Lyon. Ma sœur aînée, la sophistiquée, celle qui parlait français, qui se tenait droite, celle que maman disait, avoir les bons gènes. Jamais je n'aurais imaginé qu'elle s'en servirait pour me voler mon mari. La veille du drame, nous avions dîné ensemble, Caroline, Tyler, les enfants et moi. Elle avait apporté du vin et un bouquet de lys blanc, mes préférés. Tu mérites un peu de repos, Lyle, avait-elle murmuré. Tu sembles si tendu ces temps-ci. Peut-être parce que mon mari prend l'avion pour la France toutes les 2 semaines, avais-je plaisanté. Elle s'était contentée de sourire. Tyler avait changé de sujet. Le lendemain matin, ils n'étaient plus là, leurs vêtements, leur passeport, même la photo de famille du salon avait disparu. Un seul message m'attendait sur mon téléphone, ne lutte pas. Les enfants seront mieux ici. Tu n'étais pas faite pour cette vie. Cette vie. Comme si j'étais une œuvre de charité qu'elle avait dépassée. J'ai appelé l'avocat de maman, espérant qu'il restait quelque chose de l'héritage, mais tout avait disparu. Caroline avait tout géré avant sa mort. Bien sûr. Il ne me restait qu'une hypothèque à moitié payée, une boîte de jouets et le silence étouffant d'une maison pleine de fantômes. Chaque nuit, je fixais les lits vides de mes enfants, rejouant nos conversations à la recherche d'indices. Tyler parlait plus doucement quand elle était là. Caroline restait plus longtemps après les repas de famille. J'avais tout vu sans jamais y croire. À la 3e semaine, mes économies étaient épuisées. Les avocats internationaux réclamaient $50 000 juste pour examiner le dossier. J'ai mis en gage mon alliance et le bracelet que maman m'avait offert à mes 16 ans. Toujours pas assez. J'ai alors décidé de vendre la maison que maman m'avait laissée, celle que j'avais juré de ne jamais toucher. C'était comme arracher le dernier morceau d'elle. Mais je n'avais pas le choix. Je me suis dit que ce n'était qu'une maison. Pourtant, quand j'ai tourné la clé ce matin d'automne, dans l'air froid chargé de poussière et de souvenirs, quelque chose en moi a changé. Je ne le savais pas encore, mais derrière ces murs m'attendait quelque chose de plus fort que la douleur, plus vaste que la trahison. Pas la vengeance. La vérité. Une vérité enfouie depuis 40 ans, qui m'attendait pour être révélée. L'octobre du Minnesota mort comme du verre. Quand j'ai ouvert la porte de la vieille maison coloniale de ma mère, un souffle glacé s'en est échappé, vicié, lourd du poids du temps. La maison était vide depuis ses funérailles, 6 mois plus tôt. Je me disais que j'étais là pour trier et vendre. Mais au fond, je savais que j'entrais dans un mausolée bâti de secrets. Chaque pièce semblait hantée. La cuisine sentait encore vaguement le savon à la lavande de maman. La table à manger se tenait à sa place habituelle, couverte d'une fine pellicule de poussière scintillant comme du givre. Sur le mur du couloir, des traits de crayon marquaient ma taille de 4 à 15 ans. Maman insistait pour me mesurer chaque anniversaire. « Tiens-toi droite, Lily, disait-elle. Tu es faite pour aller plus haut que nous tous. » Maintenant, je comprenais qu'elle voulait dire tout autre chose. Le chauffage avait été coupé pour économiser. Je travaillais en mitouflé, mon souffle visible, montant les escaliers étroits jusqu'au grenier. Chaque marche gémissait sous mes bottes.
La porte du grenier résistait, comme pour protéger quelque chose. Quand elle s'est enfin ouverte dans un long grincement, l'air y était plus froid, plus mince, métallique, presque vivant. Des boîtes soigneusement alignées contre les murs, étiquetées de l'écriture soignée de maman, Noël 1987, projet d'école de Lily, outils de Walter. Walter Fairchild, mon père. Du moins, c'est ce que j'avais toujours cru. Son vieil ensemble de clés à molette reposait à côté d'une photo de lui me tenant dans ses bras à 3 ans. Il avait l'air fier, fatigué, bienveillant. Je voulais croire que tout cela était vrai, que l'amour dans ces photos avait existé. Mais quelque chose clochait. Toutes les boîtes dataient d'après 1984. Aucune photo de mariage, aucune image de moi bébé. En tirant une autre boîte, mon pied passa à travers une planche molle. Merde, ai-je soufflé. En palpant, mes doigts ont touché du papier. J'ai soulevé la latte et trouvé une enveloppe brune coincée entre les poutres, scellée avec trop de ruban adhésif typique de maman. Je l'ai ouverte avec précaution. À l'intérieur, une photo pliée et un vieux article jauni. La photo montrait ma mère, plus jeune, radieuse, tenant un tout petit dans ses bras. Le titre en dessous m'a glacé le sang, la femme et l'enfant d'un homme d'affaires local porté disparu. 15 octobre 1983. Le nom de l'enfant a bondi de la page, Lily, pas Fairchild. Et l'homme de l'article n'était pas Walter, mais Randolph, PDG d'un empire immobilier à Minneapolis. Le monde a vacillé. Ma mère n'avait pas seulement changé de ville, elle avait changé d'identité. Et moi, je n'étais pas celle que je croyais être. J'ai fouillé le grenier comme une voleuse en quête d'aveux. Sous les décorations de Noël et les bulletins jaunis, j'ai trouvé un dossier plastique rempli de papiers, de vieilles pièces d'identité, un certificat de naissance canadien, un acte de mariage entre Dorothy Fairchild et Walter. Tous postérieurs à 1984. Rien avant. Puis, une autre photo, la même femme, mais différente, aux côtés de Walter. Une famille bâtie sur un mensonge. Les marches ont grincé. Mon cousin Dean est apparu, 2 bières à la main. T'es là-haut? C'est flippant, Lille. Je lui ai tendu l'article sans un mot. Il a lu à voix haute, la femme et l'enfant d'un homme d'affaires porté disparu. Il s'est interrompu, les yeux écarquillés. C'est ta mère. Mon Dieu, c'est bien elle. J'ai hoché la tête. Et ça, c'est moi. Sa bouche s'est ouverte. Alors Walter n'est pas ton père? Je ne crois pas. Et ce Randolph, il est toujours vivant. Tu crois que t'as été enlevé? Ces mots m'ont brûlé. Peut-être protégé. Je ne sais pas, le vent hurlait dans les chevrons. Dean a bu une gorgée. Tu devrais le retrouver. À ta place, je voudrais savoir. Cette nuit-là, impossible de dormir. J'entendais encore la voix de maman, tu es faite pour aller plus haut. Était-ce un avertissement? Ou une excuse? J'ai ouvert mon ordinateur et tapé, Randolph et Minneapolis. Le premier résultat m'a coupé le souffle, un article de Forbes. Randolph est, fondateur du Développement Group. Fortune estimée à 350 millions de dollars. Son visage me fixait, plus âgé, cheveux argentés, mais indéniablement le mien. Mes yeux, ma mâchoire. L'article se terminait par une citation, chaque enfant mérite d'être retrouvé. J'ai murmuré les mots. Retrouvé. Peut-être qu'il me cherchait encore. Peut-être que je n'étais pas la seule hantée par des fantômes. À l'aube, j'ai composé le numéro du siège du Développement Group. Une voix polie, Développement Group, que puis-je faire pour vous? Ma gorge s'est serrée. C'est Lily. Dites à monsieur et que c'est à propos du 12 octobre 1983. Un silence, puis une voix plus grave, plus assurée, ici Randolph est. Je ne respirais plus. Monsieur est. Je crois que je suis votre fille. Une inspiration coupée, puis un murmure tremblant, mon Dieu. Après toutes ces années. Où es-tu? Es-tu en sécurité? Et ta mère? Elle est partie, dis-je doucement. Elle est décédée il y a 6 mois. La ligne devint silencieuse, si silencieuse que j'entendais battre mon cœur à travers le combiné. Lorsqu'il parla de nouveau, sa voix se brisa, alors viens, je t'en prie, viens à Minneapolis. Je t'enverrai une voiture, un avion, tout ce qu'il faut. Je peux conduire, répondis-je.
J'ai juste besoin de savoir si tout cela est réel. 3 heures plus tard, je me tenais devant un gratte-ciel qui perçait les nuages, 40 étages de verre, de marbre et d'argent. Les lettres dorées et développement groupe brillaient au-dessus de l'entrée. L'ascenseur semblait ne jamais finir de monter. Dans les parois miroirs, je voyais mon reflet, pâle, tremblant, les yeux rougis. Une femme marchant vers son propre passé. Quand les portes s'ouvrirent, une assistante élégante m'accueillit. « Mademoiselle Fairchild » demanda-t-elle. J'hésitai, puis acquiesçai. « Oui. Monsieur et vous attend. » Le bureau était immense, des baies vitrées encadraient la ville, la lumière du soleil se reflétait sur les meubles modernes. Derrière un vaste bureau de chêne se tenait un homme aux cheveux argentés et aux yeux semblables aux miens. Il fit un pas, puis un autre, s'arrêtant à quelques centimètres. « Tu lui ressembles tellement, » murmura-t-il. « Tellement à Gwen. » Gwendalyn, pas Dorothy. Pendant un instant, j'en oubliai de parler. Puis, doucement, je dis, elle m'a protégé. Les larmes emplirent ses yeux. Je me suis reproché sa fuite toutes ces années. Elle ne fuyait pas toi, dis-je. Elle fuyait quelqu'un. Il fronça les sourcils. Qui? Je murmurai, à toi de me le dire. Randolph inspira lentement, puis se tourna vers son bureau. Il prit un dossier épais, aux coins usés. Tu as le droit de tout savoir, dit-il en le glissant vers moi. L'homme que ta mère craignait s'appelait Vincent Cross. Sa main tremblait en ouvrant le dossier. Vincent Cross, dit-il d'une voix basse, était mon associé pendant plus de 10 ans. Brillant, persuasif, et pourri jusqu'à l'os. Il fit glisser vers moi des documents jaunis, rapports de police, photos, dossiers médicaux. Les yeux terrifiés de ma mère me fixaient depuis une photo en noir et blanc. Des ecchymoses en forme de doigts marquaient ses poignets. J'eus la nausée. Qu'est-ce qu'il lui a fait? La mâchoire de Randolph se crispa. Il était obsédé. Il la traquait. Quand elle m'en a parlé, j'ai cru qu'elle exagérait. Je lui ai dit de l'ignorer. J'étais trop occupé à construire des gratte-ciel pour voir les fissures dans ma propre maison. Je tournai la page. Un rapport de police, daté du 11 octobre 1983, la veille de sa disparition, le suspect a tenté une entrée forcée. La victime et son enfant se sont enfermés dans la salle de bain. Les officiers sont arrivés. Le suspect a fui. Affaire classée, preuves insuffisantes. Classée? M'écriai-je. Il a essayé de s'introduire chez toi et ils ont fermé le dossier? Randolph hocha lentement la tête. Vincent avait des amis. Il finançait des campagnes, jouait au golf avec des juges. Le rapport a été enterré avant même que je rentre de Tokyo. Quand je suis revenu, Gwen et toi aviez disparu. Je portais une main à ma bouche. Elle savait qu'on ne pourrait pas la protéger. C'est pour ça qu'elle a fui. Il acquiesça. Et moi, j'ai passé 40 ans à me blâmer, croyant qu'elle ne m'aimait plus, ou qu'on l'avait tuée. J'ai engagé des détectives, payé des rançons, suivi des mensonges. Elle te protégeait, et je ne l'ai jamais compris. Je fermai le dossier lentement. Pour la première fois, tout chez ma mère prenait sens, sa peur, les portes verrouillées, les sursauts au moindre bruit. Elle devait être terrorisée, murmurai-je. Elle était courageuse, répondit Randolph. Nous restâmes longtemps silencieux. Puis il demanda, as-tu des enfants, Lily? Oui, Ella et Max, ma gorge se serra. Mais ils ne sont plus là. Ma sœur les a emmenés en France avec mon mari. Son visage s'assombrit. Elle te les a volés? J'acquiesçai. Et je ne peux rien faire. Les avocats, les voyages, tout coûte trop cher. Randolph se pencha, la voix ferme, alors laisse-moi t'aider. Pourquoi, demandai-je, incrédule. Il eut un faible sourire. Parce que je sais ce que c'est que de perdre un enfant. Et cette fois, je peux agir. Ce n'était pas une promesse, c'était un serment. Le soir même, il avait déjà appelé son équipe juridique, 5 avocats, 2 enquêteurs privés, un traducteur à Paris. En quelques jours, ils découvrirent tout, Caroline et Tyler avaient falsifié les papiers de garde et les autorisations de voyage, vidé les comptes restants de ma mère, et reçu de l'argent d'un escroc lyonnais nommé Philippe Dumas. Chaque révélation me transperçait, colère, honte, incrédulité. Randolph posa une main réconfortante sur la mienne, on les ramènera, Lily. Cette fois,
personne ne prendra plus ma famille. Et tandis que je regardais la photo de ma mère serrant dans ses bras la petite fille que j'étais, une seule pensée traversa le brouillard de douleur, le même sang qui avait fait de moi une victime allait désormais me rendre dangereuse. 6 mois plus tard, Paris sentait la pluie et le marbre. Autrefois, j'en rêvais pour l'amour, j'y venais pour la vengeance. Devant le tribunal de grande instance, je serrais le bras de mon avocate tandis que les lourdes portes s'ouvraient. Tout brillait, sol poli, rampe dorée, murmure de langues mêlées et eux, au centre. Caroline, assise en face, les cheveux impeccables, un tailleur Chanel beige criant l'argent volé. Tyler, à côté, portait la culpabilité comme un parfum. Quand elle me vit, son sourire vacilla. « Eh bien, murmura-t-elle, regarde qui a appris à voler. » Je ne répondis pas. Mon avocate, Amélie Fourier, la meilleure du cabinet Randolph, posa une main sur mon épaule, laisse-la parler. Ton tour viendra. Et quand mon tour vint, je ne retins rien. Amélie exposa les preuves, faux papiers, transfert depuis l'héritage de ma mère, compte frauduleux de Dumas relié à Caroline. À chaque document, Caroline se ratatinait un peu plus. Tyler tenta de balbutier sur un « malentendu », mais le juge le fit taire. Caroline se leva, tremblante de rage, elle ment. Elle est instable. Comme sa mère, une menteuse qui fuit quand ça devient difficile. Sa voix coupa l'air comme du verre. Je me levai. Tu as raison, dis-je. Notre mère a fui. Parce qu'un homme voulait la détruire, et que personne ne la croyait. Tout comme toi, aujourd'hui. Caroline ricana, tu as toujours joué la victime, Lily. Tu étais la préférée. Moi, j'étais invisible. Tu as eu son amour, sa maison, ses enfants, alors je les ai pris. J'ai juste rétabli l'équilibre. Ma voix trembla, mais mes yeux restèrent fixés aux siens. Tu n'as rien rétabli. Tu viens de prouver qu'elle avait raison. Le danger était déjà parmi nous. Tyler tenta de parler, Lily, je le coupais. Tu as choisi ton camp le jour où tu as pris ses passeports. Le silence tomba. Amélie présenta le dernier dossier, Votre honneur, nous avons la preuve d'un détournement d'héritage, de documents de voyage falsifiés et de violations répétées du droit de garde international. Les enfants ont exprimé leur peur des défendeurs et leur souhait de rentrer chez leur mère. Le juge lut les papiers, silencieux. Caroline perdit contenance, chercha la main de Tyler, il la retira. Le verdict tomba comme un coup de tonnerre, garde complète accordée à Madame Lillier. Interdiction de voyager pour les défendeurs. Mes genoux fléchirent lorsqu'Ella et Max entrèrent, guidés par une assistante sociale. Ella se jeta dans mes bras, sanglotant, « Maman, tu m'as tellement manqué. » Max s'accrocha à mon bras, tante Caroline disait que tu ne voulais plus de nous. Ma voix se brisa, jamais. Pas une seconde. Je regardais Caroline, son chignon défait, le mascara coulant. Tyler ne la regardait même plus. Randolph, debout au fond de la salle, me fit un signe. C'était fini. Dehors, sous la pluie, Ella leva le visage vers le ciel, on rentre à la maison. Je souris à travers mes larmes. Oui, mon cœur. On rentre. Ce soir-là, tandis que l'avion quittait le tarmac, je croisai le regard de Randolph, assis en face, la main posée sur l'épaule de Max. Il murmura, « Tu as fait ce que ta mère n'a pas pu. Tu t'es battu. » Dehors, Paris scintillait sous les nuages, s'éloignant comme un rêve qui s'éteint. Et pour la première fois depuis des années, je me sentis libre. Pas parce que la justice avait été rendue, mais parce que les fantômes avaient enfin été entendus. De retour à Minneapolis, la ville semblait différente, plus lumineuse, plus propre, presque indulgente. Après des mois de tribunaux, d'avocats et de nuits blanches, le rire de mes enfants résonnant à nouveau dans une maison était la seule thérapie dont j'avais besoin. Randolph insista pour que nous restions chez lui jusqu'à ce que nous soyons installés. Son pantouse n'était pas seulement magnifique, il était sûr, chaleureux, baigné de lumière, imprégné de l'odeur des vieux livrets du café fraîchement moulu. Ella peignait dans son bureau tandis que Max le suivait partout, fasciné par les maquettes de gratte-ciel alignées sur ses étagères. Un soir, alors que je bordais les enfants, Randolph apparut dans l'embrasure de la porte. « Il me rappelle toi, dit-il doucement. Curieux, têtu, trop intelligent pour leur propre bien. » Je souris. « Il me rappelle maman. » Il acquiesça. Elle était extraordinaire. J'aurais seulement voulu savoir à quel point elle avait peur à l'époque.
Peut-être que j'aurais pu la sauver. Je m'approchai et pris sa main. Elle a été sauvée, juste pas de la manière que vous imaginiez. Elle a trouvé la sécurité et m'a donné la chance de te retrouver. Les semaines devinrent des mois. Randolph acheta une maison coloniale modeste à 3 rue de la Sienne. Assez près pour les dîners du dimanche, mais assez loin pour que vous ayez votre propre vie, dit-il. Il proposa de l'argent, beaucoup, pour recommencer à zéro, mais je refusai. Je veux le construire moi-même. Il sourit, fier. C'est exactement ce que ta mère aurait dit. Alors il m'aida autrement, en me mettant en contact avec des gens plutôt qu'en me signant des chèques. Grâce à lui, j'ouvris une petite entreprise de restauration, redonnant vie aux maisons oubliées. La première que nous terminâmes avait été abandonnée depuis 1983. En la traversant, la lumière coupant la poussière, je pensais à maman se cachant dans l'obscurité pour me protéger. Certaines nuits, quand l'air devenait froid et la ville silencieuse, j'allais sur sa tombe avec une tasse de thé à la lavande, ce même parfum qui imprégnait ses mains quand j'étais enfant. Je comprends pourquoi tu es parti maintenant, murmurai-je un soir. Et je te pardonne. Le vent fit frémir les arbres, doux, presque comme une réponse. Pour la première fois depuis le jour où ma sœur m'avait tout pris, je ne me sentais pas brisée. Je me sentais reconstruite. Pas par l'argent, ni par la vengeance, mais par la vérité et la famille qui n'avaient jamais cessé de la chercher. 1 an plus tard, je me retrouvais dans le même grenier où tout avait commencé. Les riz étaient plus légers désormais, non plus chargés de secrets, mais de souvenirs. L'article encadré pendait au mur à côté d'une photo de maman et de Randolph le jour de leur mariage. À côté, un autre cadre, moi, et là, Max et grand-père Randolph souriant devant notre nouvelle maison. Ella avait laissé un nouveau dessin sur le bureau, nous tous encore, mais cette fois, derrière la famille, 2 silhouettes pâles se tenaient la main. « Qui sont-ils, ma chérie ?» demandai-je. Elle sourit, grand-mère Gwen et grand-père Walter. Je crois qu'ils nous regardent. Ma gorge se serra. Je crois aussi. Le plancher du grenier craqua doucement sous mes pas, ce même plancher qui autrefois cachait un secret, abritant maintenant la preuve de tout ce que j'avais retrouvé. Quand Randolph monta quelques minutes plus tard, il regarda autour de lui, souriant. « Tu as gardé l'endroit tel qu'il était. » « Je ne pouvais pas le changer, répondis-je. Cette maison a gardé notre histoire en sécurité. Il hocha la tête, passant sa main sur la vieille poutre de bois. Ta mère a toujours cru que la vérité finirait par ressortir. Elle ne pensait simplement pas que cela prendrait 40 ans. Je me tournai vers lui. Elle ne m'a pas seulement sauvé, papa. Elle t'a sauvé aussi. Elle a fait en sorte que je revienne vers toi. Il cligna des yeux, mais une larme s'échappa tout de même. Et maintenant, c'est à mon tour de te protéger, toi et eux. Dehors, le vent soufflait doucement à travers les arbres, ce même son qui me terrifiait enfant. À présent, il me semblait familier, comme une maison. Un murmure au lieu d'un avertissement. En regardant par la fenêtre du grenier, je compris quelque chose que maman avait toujours su, la famille, ce n'est pas celle dans laquelle on est, mais celle qui se bat pour toi, qui reste quand le reste du monde s'éloigne. Et même si la vérité avait tout brisé autrefois, elle m'avait aussi reconstruite, morceau par morceau, nom par nom, jusqu'à ce que l'amour, et non le sang, devienne la seule preuve qui compte.